Fidèles téléspectateurs de Moto TV, fidèles auditeurs de la voix de l'ICG, bienvenue à ce numéro de Talk Hebdo, votre émission d'entrevue qui ressent pour vous des acteurs chaque semaine pour parler de questions d'actualité qui font la une de l'actualité dans les domaines politiques, économiques, sociaux, mais aussi sanitaires. Cette semaine, Talk Hebdo s'intéresse à cette nouvelle configuration politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, après la destitution de Janine Mabunda à la présidence de l'Assemblée nationale vendredi 29 janvier dernier, c'était la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga, après avoir été déchu la veille par, lors d'un vote, je voulais le dire, sans appel, d'une motion de censure le visa, lui et son gouvernement. Après l'enregistrement de cette, donc pendant l'enregistrement de cette émission, le vent du déboulonnage souffle au Sénat. Un bureau d'âge vient d'être installé pour examiner les pétitions visant le bureau Alexis Tambwe Mwamba et faciliter l'élection des membres des nouveaux bureaux définitifs. Ces coups de force exercés par le président Félix Tshisekedi fait ainsi perdre en son adversaire politique Joseph Kabila le contrôle des institutions politiques du pays et conduit le pays vers la mise en place des nouveaux gouvernements de l'Union sacrée pour la nation. Quelle analyse faire de cette nouvelle configuration politique au pays? Une coalition qui n'est pas la première, il faut le dire. Que peut-on gagner? Que peut gagner la région stable de l'Est du pays après le passage de Seva qui agite la quasi-totalité de ses leaders? Quels sont les problèmes de la région qui méritent d'être portés à l'attention de l'Union sacrée pour la nation? Pour en parler, nous recevons pour vous deux invités en direct de Kinshasa. Nous avons Maître Gilbert Kiatsingé, ancien directeur du cabinet d'Antipas Boussanyamouissi au ministère de la décentralisation. Aujourd'hui, il est membre de l'AFDC de Bati-Bukwebo, qui a été désigné par le président Félix comme informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Maître Gilbert Kiatsingé, vous êtes au téléphone depuis Kinshasa. Bonjour. Bonjour à la population. Merci beaucoup. Maître Ferdinand Kambere, un des secrétaires permanents adjoints du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD de Joseph Kabila. Maître Ferdinand Kambere, également au téléphone depuis Kinshasa. Maître Ferdinand, bonjour. Oui, bonjour. Sur ce plateau, trois invités, le professeur Kaindo Mouessi-Onkiste, directeur de l'Observatoire de la décentralisation, de l'administration et de la gouvernance, un des centres de recherche de l'Université catholique du Rabel. Il est également ancien coordonnateur du FCC à Butembo. Aujourd'hui, il préfère agir en tant qu'observateur de la vie politique du pays. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour à tout le monde. Le chef des travaux, Kaïm Kambale Kioussou, qui est enseignant en planification et développement à l'Université de l'Assomption au Congo. Également, cadre de la DSF Nyamouissi, il défend donc l'idéologie Nyamouissi de l'autorité morale. Antipas se trouve aujourd'hui au sein de l'Union sacrée de la nation. Chef de travaux, Kaïm Kioussou, bonjour. Bonjour, merci. Notre cinquième et dernier invité, c'est le professeur Malonga Telesfor, qui est enseignant de droit constitutionnel à plusieurs universités de la région. Monsieur le professeur, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les co-débatteurs ici présents, même ceux qui interviennent à partir de Kinshasa. Et bonjour à tous les auditeurs et à la population du Bolès. Je suis Claude Sengen à la présentation. Nous sommes accompagnés de Georges Kisando, qui est notre confrère de la voix de l'ICG, avec qui nous animons ces grands débats. Georges, voilà. C'est un plaisir. C'est un plaisir également d'être sur ces plateaux avec tous ces invités de haute facture. Et pour commencer, Maître Gilbert Kiatsingé, je préfère commencer par vous. Vous êtes dans l'entourage de Bati-Bukwebo, les formateurs qui viennent d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. En tout cas, 391 députés, 24 regroupements politiques viennent d'adhérer à l'Union sacrée de la nation du président Félix Tshisekedi. Janine Mabunda destitué, Sylvestre Ilunga déchu, Alexis Tambwe Mwamba aujourd'hui secoué. En fait, Félix Tshisekedi prend le contrôle des institutions. Que reste-t-il pour la mise en place de nouveaux gouvernements? Quelle est la suite des événements, vu qu'il est à Kinshasa? Oui, merci beaucoup pour cette initiative. Vous savez, lorsque vous organisez des débats comme ceci, ça permet à tout le monde de se mettre en place de toute l'actualité de la République. Et aujourd'hui, tous nos regards sont tournés vers la dynamique actuelle qui a donné naissance à l'Union sacrée de la nation. Et vous avez suivi que c'est l'activité de le professeur qui est l'autorité morale de
avait commis le président de la République, le FCC, c'est-à-dire le petit Boulonnais, pratiquement. Et je suis très convaincu que les jours qui viennent seront porteurs d'espoir, surtout pour nous, cette partie du grand monde, cette victime des atrocités de diverses natures, et nous qui avons encore de relancer l'économie de notre coin, nous pensons que la dynamique actuelle va nous permettre, n'est-ce pas, de partir sur de nouvelles bases. Alors, quelle est la suite d'événements? Bien sûr, vous avez suivi ce matin, il était question de changer toute l'équipe qui compose le bureau de l'Assemblée du Sénat, je veux dire. Donc, lorsque nous s'inscrivons mettre la main sur tout le Parlement, il sera facile au président de la République de conduire, de mettre en œuvre son projet de société. Et ce matin, nous apprenons que presque tous les membres du bureau ont déposé leur démission avant même le vote, et que donc de ce côté-là, s'il y a une première, ce sera pour la fin. Soit il s'agira de constater la démission de tout le bureau, sauf le deuxième vice-président, et qui est Samy Badi d'abord. Soit on peut, par la forme, procéder quand même au vote de la pétition, et ça suivra naturellement la composition du bureau définitif du Sénat, parce qu'il faudra que le bureau d'âge cède la place au bureau définitif. Je pense que ce côté-là, les choses vont aller très rapidement. Pendant ce temps, le président de la République réfléchit sur la nomination du formateur, parce que nous devons passer de l'informateur au formateur, qui sera le premier ministre directement. Et je pense qu'avec un gouvernement qui sera constitué d'une équipe assez réduite, nous pourrons booster la bonne marche de ce pays. Donc, la suite de l'événement sera tout à fait heureuse. Nous pensons que plus tard, fin mars, parce que le nouveau gouvernement qui sera mis en place devra présenter son programme de gouvernement qui sera investi, je veux dire, par l'Assemblée nationale. Et naturellement, ce sera la session d'hiver qui débute le 15 mars. C'est donc pour le mois de mars, au mois d'avril, que nous aurons un gouvernement qui va, n'est-ce pas, traduire la vision du chef de l'État dans les faits, dans les actes concrets. Merci beaucoup, Maître Gilbert, pour cette intervention. Maître Ferdinand Cambéré, vous êtes en train de vivre ces événements. Le FCC qui est en train de perdre le contrôle des institutions. Comment vous vivez cette nouvelle configuration, vous, au niveau du parti de Joseph Kabila? Bon, j'étais en train de suivre mon confrère Gilbert, en train de faire une propagande démagogique qu'il y a un nouvel ordre politique maintenant qui est établi et que maintenant chez nous les choses vont bien se faire sur le plan sécurité sociale et économique. Mais il ne vous dit pas comment. En introduisant cette émission, vous avez bien commencé parce que je vous ai entendu parler d'un coup de force du président de la République contre toutes les institutions pour établir sa force politique, contrôler toutes les institutions de la République. Et ça, c'est sans passer par les souverains primaires. Lorsqu'on ne respecte plus les éléments fondamentaux même de la démocratie, de quoi peut-on se vanter et faire croire aux gens que c'est maintenant parce qu'il y a qu'une seule couleur politique qui va donc diriger les pays sans passer par les élections, qu'on va trouver des solutions à tous les problèmes des Congolais. C'est déjà la dictature, un recul qu'on n'a jamais connu depuis qu'au moins on a commencé cette expérience, la démocratisation de notre pays. Et malheureusement, les gens simplement par les goûts des postes qui les guident, non les soucis de la population, ils oublient toutes ces années qu'on a passées pour lutter pour démocratiser ce pays. C'est ça qui est malheureux. Donc on est en train d'assister à ça. Nous continuons à dénoncer les violations, vous-même vous les avez appelées des coups de force, et que donc ça jette simplement, ça plonge le pays dans une nuit
qui ne donne plus une quelconque lueur d'espoir dans l'avancement de notre démocratie et même de notre développement du pays. Parce que la conséquence de la déstabilisation, ce que les gens oublient, c'est quoi? Lorsque vous brisez toutes les règles de stabilisation et d'équilibre de pouvoir dans une démocratie qui, elle, doit nécessairement consacrer la séparation du pouvoir, c'est que à ce moment-là, nous sommes dans une instabilité des institutions. Nous allons connaître dans ces pays ce qu'on a connu à la conférence nationale, où vous avez des gouvernements éphémères qui vont passer seulement après un mois. Donc, tous ceux-là qui sont en train simplement d'adhérer à ce que mon confrère Gilbert Kiatsingé appelle la vision du chef de l'État, ça l'a défini, qu'on appelle union sacrée, ils y vont sans texte. Alors que dans une démocratie, même une coalition est toujours consolidée par un texte entre les partenaires qui vont diriger. Mais jusque-là, ils ne sont en train que de célébrer rien que ce qu'ils appellent l'institution des animateurs de ces institutions. Et que, en plaçant, c'est même en brisant toutes les lois, en brisant la Constitution, mais vous pensez que d'une crise, on peut résoudre une autre crise, sinon qu'engendrer une crise. Nous sommes en crise, on ne peut pas s'inventer. On va vous prendre, Maître Gilbert, t'as pour nous de prendre le concert Malonga Télésphore, il est docteur en droit, enseignant du coup des droits constitutionnels à plusieurs institutions de la région. Professeur Mouino Malonga Télésphore, est-ce que tout ce qui se passe à Kinshasa, toute cette procédure de destitution des chefs d'institutions, même également tous les animateurs, est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que la procédure est-elle légalement respectée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci aux auditeurs. Merci à ceux qui viennent de me précéder par leurs interventions, leurs analyses politiques. À mon avis, il faudrait distinguer deux choses. Parce qu'on est en train de dire tout le temps, Tshisekedi est en train de faire un coup de force. Ça, c'est peut-être l'analyse proprement politique. Mais si nous restons sur le plan proprement juridique, en réalité, en raison de l'autonomie administrative des institutions parlementaires, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de démettre le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une question d'organisation interne et ce sont les députés ou les sénateurs eux-mêmes, si nous regardons les règlements intérieurs, notamment celui du Sénat. Vous prenez les articles 194 jusqu'à peu près 197, c'est interne, ce sont les députés, les sénateurs eux-mêmes qui peuvent mettre en cause la responsabilité de l'un ou l'autre ou de tous les membres de leur bureau. Donc à ce niveau-là, sur le plan strictement juridique, ça se trouve dans le règlement intérieur. Évidemment, là où on peut voir l'aspect politique, c'est qu'il y a une sorte d'enchaînement des événements. On a l'impression que au moment où Tshisekedi arrive au pouvoir, la politique qui vient encore se mêler au droit, et c'est ça qui donne l'impression que justement une sorte de déstabilisation des institutions par le chef de l'État. Mais il faut maintenant voir sur quoi se fondent les députés, les sénateurs, pour mettre en cause la responsabilité des membres de leur bureau. S'il s'agit des faits qui sont vrais, tel aurait détourné de l'argent, tel aurait mal géré, ça ce sont quand même des faits qui peut-être remontent avant même l'arrivée de Tshisekedi ou peut-être après, qui est maintenant une récupération de ces faits, c'est là la dimension politique. Donc si vous voulez, il y a ici une sorte de mélange à la fois du droit et du politique pour mettre en cause la responsabilité des membres des bureaux des chambres. Bien évidemment, M. Tshisekedi va y trouver son compte dans la mesure où ça lui permet d'avoir peut-être une mainmise sur les institutions, ce qui n'est pas forcément une bonne chance pour la gouvernance du pays. Parce que, vous savez, depuis le Montesquieu, les autres disaient, quand quelqu'un a trop de pouvoir, cela est dangereux. Ce n'est jamais une bonne chose de confier tous les pouvoirs à un seul individu ou même à un seul organe. Et donc, le fait de quitter... Le danger, c'est quoi? L'enjeu, c'est que justement, les libertés déjà peuvent être en danger, la stabilité des institutions risque de ne pas être garantie parce qu'il manque l'équilibre nécessaire. Est-ce que c'était garanti à l'époque de Kabila? Bien évidemment, c'est ce que j'allais dire. Nous sommes en train de quitter une situation pour embrasser une autre plus ou moins similaire. Et c'est ça le danger pour nos institutions. C'est que ce que nous reprochons aujourd'hui à l'union sacrée de la nation, encore que, comme l'a dit
Maître Ferdinand Kambert, nous ne connaissons pas encore le contenu. Sauf peut-être quand il y aura eu le programme du gouvernement qui sortira, c'est là que nous saurons vraiment quelle est la vision du chef de l'État. Pour l'instant, nous quittons une situation qui était dominée par le FCC ou le PPRD, avec une autre qui sera dominée par l'Union sacrée de la nation et peut-être à l'intérieur l'UDPS. Donc vous voyez, nous risquons de quitter, de copier-coller avec simplement un changement de nom des individus. Encore que dans l'Union sacrée, on risque de se retrouver avec la plupart des transfuges du FCC. Est-ce qu'il y aura un réel changement de mentalité, un réel changement de gouvernance? Alors là, nous risquons de nous retrouver avec la vision du chef de l'État piégé dans cette sorte de carcan des transfuges du FCC. Est-ce que vous exprimez le même crainte, M. Bosser et Kaïdo Moïse Augustin? Oui, je crois que il y a, naturellement, j'exprime des craintes, même si à côté des craintes, il y a tout de même des forces que je peux reconnaître à l'Union sacrée, en fait. C'est que lorsque nous regardons le contexte dans lequel les événements sont en train de se dérouler, et on peut dire, on peut se dire pratiquement que le contexte est dicté plus par des impératifs, n'est-ce pas, politiques, et que ce qui est dit comme discours, c'est juste un discours qui est encore mielleux, n'est-ce pas, pour essayer de séduire la population, mais que en contrepartie, il n'y a pas encore d'instruments qui puissent nous permettre d'estimer que ça sera le changement qui évolue en fait. On est ici sur un terrain politique où, n'est-ce pas, le président de la République, comme il a toujours dit, veut déboulonner, n'est-ce pas, les FCC par tous les moyens. Et j'ai comme l'impression que dans ce jeu qu'il est en train de jouer, tous les moyens sont bons en fait. On utilise et le droit et la politique pourvu qu'on atteigne les objectifs. Et on s'est contredit même tantôt. On dit, écoutez, vous pouvez, comme ce qu'il y a eu lieu à l'Assemblée nationale, où on dit les députés peuvent, on les reçoit, hein, venant de différents partis politiques. Mais quand il faut postuler, on dit non, il faut avoir, n'est-ce pas, l'aval de votre formation politique. Et donc, on est quand même en train d'assister, à mon avis, à certaines contradictions, même s'il faut dire que ces contradictions ne signifient pas pour autant que l'Union sacrée n'a pas une certaine force, n'a pas certaines forces, notamment le fait que les gens viennent s'y déverser et les gens adhèrent à cascade. C'est vrai que l'on peut dire tantôt que les députés, pour la plupart, ils avaient peur de perdre leur mandat. Ils avaient peur que l'Assemblée nationale ne soit dissoute. Mais au moins, ce qui est vrai, c'est que les citoyens congolais, pour la plupart, semblaient ne pas trouver, n'est-ce pas, à la gouvernance qui était instaurée par l'alliance entre l'FCC et les CACH, des solutions, n'est-ce pas, à leurs problèmes. Je fais allusion, n'est-ce pas, par exemple, à la question de la sécurité à Beni, ville et territoire. Je fais allusion à de nombreux défis, la pauvreté, en fait. On avait l'impression que les choses stagnaient. Justement. Et donc, ce contexte-là, il est quand même, il a été favorable, n'est-ce pas, à l'idée du président de la République qui veut se construire, en fait, une nouvelle équipe de gouvernance, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui garantit que, effectivement, tout ce qu'on fait comme promesse, n'est-ce pas, vont être réalisés, parce qu'on sait toujours que les acteurs politiques recourent à des discours, à des promesses fallacieuses, et à la longue, finalement, on se rend compte que ces discours ne sont pas réalisés, surtout que, comme l'a dit le prof Abbé Telesphore, on a ici affaire aux mêmes acteurs. Et lorsqu'on voit que le principe de séparation du pouvoir, lorsqu'on essaie de jeter un coup d'œil peut-être sur ce qui pourrait arriver, c'est une des hypothèses que, effectivement, cette séparation du pouvoir va être en mal, parce que je parle de certaines affirmations. Lorsque le chef de l'État a reçu M. Mbosso, l'honorable Mbosso, avec le bureau, lorsqu'il a reçu le bureau d'âge, il a dit,
écoutez, vous serez, la République va compter, va vous rester reconnaissante. Et automatiquement, Mbosso ressort comme le candidat président à sa propre succession. Et donc, c'est quand même des choses, la candidature unique dans une institution d'un pays qui se dit démocratique, à mon avis, ce sont des choses quand même qui doivent faire réfléchir et qui ne doivent pas, n'est-ce pas, laisser les gens inhibés par des discours de propagande que l'Union sacrée est en train de faire. C'est vrai, il a encore le bénéfice du doute, mais je crois que il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui ne se font pas de manière, à mon avis, démocratique, et dont la poursuite pourrait porter préjudice à l'Union sacrée, qui doit en fait, n'est-ce pas, affronter beaucoup de défis, même au niveau de son organisation interne, et au niveau des textes qu'il faut pouvoir faire pour faire fonctionner la machine, pour ne pas reproduire ou tomber dans les erreurs qu'on a tantôt reproché au FCC, qui est en train de faire peut-être son chemin, quoi. Merci, Oprah, les chefs de travaux Kiusu. Richard, pourquoi vous avez épousé la vision de l'Union sacrée qui semble aujourd'hui, comme le crée le professeur ici, et l'abbé professeur Malonga, également le professeur Mouessi, comme même maître Ferdinand Tambert, qui tente de se comporter comme l'ancien régime, où on a un parti fort comme l'UDPS, qui est autour dans une coalition entourée d'autres partis, comme il en était le cas avec le PPRD, avec d'autres partis. Pourquoi vous avez marié cette idée de passage de notre régime, par exemple? Merci bien d'abord de l'occasion. Je salue les professeurs Télésphore et Augustin. Je salue aussi les aînés, Maître Ferdinand et Maître Gilbert, qui sont avec nous au téléphone. Je crois qu'il faut partir déjà de la première mandature que nous avons commencé en 2006, où nous avions une vision plus ou moins annoncée clairement, la vision de 5 chantiers, et le peuple a compté beaucoup sur les 5 chantiers. Donc, à la fin du mandat de 2006, on a eu comme l'impression que le peuple ne s'est pas retrouvé. Je disais toujours dans d'autres débats que tout le monde s'est retrouvé sauf le peuple. Donc, c'est comme si à partir de 2011, la population a exprimé une nette volonté d'être gouvernée autrement. C'est comme ça que, après la révision de la Constitution instaurée en 2011, on a vu que le régime prenait distance vis-à-vis du peuple. C'est comme ça que, quand on a évolué, jusqu'en 2015, il y avait cette nette volonté de vouloir organiser l'alternance. Et nous étions de ceux qui pensaient qu'il fallait qu'on y arrive. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que il y a une rupture entre la gouvernance du pays et les défis eux-mêmes. Parce que vous voyez, nous, quand les autres chantaient 5 chantiers, on a évolué avec la révolution de la modernité. Nous, on faisait face à d'autres défis qui n'intéressaient presque pas les politiques. L'insécurité à l'est du pays. J'ai toujours constaté que le pays est divisé en 2 blocs. Il y a le bloc Est qui est caractérisé par l'insécurité et la pauvreté, comme le prof Mouès l'a dit. Mais il y a le bloc Ouest qui n'est menacé que par la pauvreté. Mais pour le reste des questions, ils sont en stabilité. Ils n'ont que le problème de la pauvreté. Mais nous avons un double problème, l'insécurité et la pauvreté. Alors, pourquoi nous avons adhéré à cette vision? C'est parce que, premièrement, nous avons eu comme l'impression que le pays était privatisé. Il fallait qu'on revienne sur les méthodes de la démocratie parce que les autres, la manière dont ils ont gagné les sièges à l'Assemblée nationale, il faut le dire aussi, ça n'était pas propre. La plupart des députés de nos partenaires du FCC ont été élus dans les territoires, pas dans les villes. Pourquoi dans les territoires? Parce que dans les territoires, on sait que c'est difficile de surveiller une élection. Donc c'est possible que les élus du FCC de l'autre cas là n'ont pas été élus suivant les méthodes orthodoxes. Donc là, on a vu par exemple dans le territoire de Lubero comment on a proclamé les résultats à Kinshasa pendant que la compilation était en cours à Cité de Lubero. Donc on n'a pas compris comment on proclame déjà à Kinshasa pendant que le comptage de voix n'est pas achevé. Donc vous croyez avec l'Union sacrée que les choses vont changer? Alors, voici ce que nous disons. Je crois que le problème qui se pose, c'est aussi un problème de leadership. Ça veut dire? Et c'est-à-dire, à la tête du pays, il y avait 2 hommes qui avaient la décision sur l'avenir du pays. Je parle de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui devraient naturellement s'attendre pour une quelconque décision à prendre. Le président de la République
Tshisekedi a dit qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient à la base de la discordance dans le fonctionnement de leur coalition, et c'est à partir de là que le problème se pose. C'est-à-dire, pour nous, par exemple, ici à l'Est, nous avons un problème de l'insécurité. Le président nous a dit que pour parler de cette question, il faut qu'ils s'attendent, et ils ne se sont jamais attendus. Et nous nous sommes dit, bon, aussi longtemps qu'ils ne s'attendront pas, nous serons toujours en insécurité. Donc, pour nous, nous avons dit, il faut qu'on arrive à séparer ces deux hommes-là, pour arriver quand même à établir un leadership qui soit plus ou moins responsable. Parce que ici maintenant, quand on va parler de sécurité, on va dire que c'est Tshisekedi qui est incapable, et lui aussi va dire, moi j'étais incapable parce qu'il y avait une discordance. Non, il faut mettre fin à ces mariages. Et c'est comme ça que nous avons adhéré dès la première heure pour dire, il faut qu'on organise ce divorce-là. C'est que vous êtes prêt à annoncer le bilan de Tshisekedi à 2020? Non, jusque-là, nous sommes en train de suivre comment les choses sont en train de se passer. Lorsque le leadership va s'affirmer réellement, on va lui opposer cette fois-ci des questions comme vous n'avez plus d'obstacles, vous n'avez plus de contradicteurs, agissez. Quand il y aura de la sécurité, nous allons dire, ok, cette fois-ci c'est vous, ne citez plus Kabila, ne citez plus les autres. Et j'ai toujours dit, je voudrais compléter ce que les autres ont dit, les professeurs, qu'on veut changer de politique avec les mêmes acteurs. Je voudrais dire comme Boussa Nyamousi que les mêmes acteurs qui sont capables de commettre le mal peuvent être capables de commettre les biais s'ils sont convertis ou s'ils sont sous un autre leadership. Dans les mêmes conditions, dans le même contexte, dans les mêmes principes de la nature, les mêmes personnes peuvent poser des actes différemment. Je crois que s'il y a un leadership qui donne une orientation assez responsable, on peut arriver cette fois-ci à vaincre un certain nombre de défis que nous connaissons. Mais pour le moment, le mariage là n'a pas été de nature à nous permettre de juger qui que ce soit parmi les deux acteurs. Il faut les séparer. J'ai une question à Maître Gilbert Kiatingue. Quel intérêt il y a pour l'Est du Congo, dont vous êtes originaire, il faut le dire, d'épouser la vision de l'union sacrée pour la nation? Oui, merci beaucoup. Je crois que tous les co-débatteurs qui sont dans ce studio ont démontré en fait que l'idée de l'union sacrée est une idée très sanitaire, c'est une vision qui va conduire vers le changement. Il y a d'autres qui sont frustrés. Démocratique, il faut absolument qu'il y ait deux sons de gauche ou plusieurs. Aujourd'hui, nous avons l'union sacrée. Je me rends compte, je suis content de constater que nous aurons une bonne opposition, celle qui sera, n'est-ce pas, animée par le récit du FCC. Et donc, c'est déjà une assurance certaine que la machine médiatique va très bien fonctionner. Parce qu'il y aura des contradictions, il y aura des contradicteurs, il y aura, n'est-ce pas, un contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, tout le grand nombre, tout le monde qui adhère à la vision du chef de l'État. Parce que, comme l'a dit un éminent co-débatteur, la solution à notre problème fondamental, c'est la sécurité. Si nous avons un leader au sommet de l'État qui peut nous procurer la sécurité, bien le reste, nous avons tous les atouts. Nous avons un peuple dynamique qui peut rentrer dans les champs, qui peut se livrer aux activités commerciales et qui peut booster le développement du pays à partir de la province du Nord Kivu. Voilà pourquoi, comme un seul homme, tous les députés du Nord Kivu, à l'exception évidemment de certains caciques qui sont accordés sur le bout de doigt, eh bien, nous nous sommes dit, tous les députés se sont dit qu'il faut adhérer à une nouvelle vision qui va ramener la sécurité chez nous. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas déjà juger l'union sacrée de la nation avant même qu'elle ne se structure, avant même la constitution d'un nouveau gouvernement. Il faudra la juger sur les actes qui seront posés, les actes à travers nous. Et la sécurité qui va être un facteur déterminant pour booster le développement de notre côté. Georges, vous avez une question? Oui, Maître Gilbert Kiatingue, on reproche à l'union sacrée de recourir aux mêmes méthodes que les FCC. Là, on a vu par exemple des candidatures uniques à l'élection à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut espérer au changement alors que vous avez usé des mêmes armes que votre adversaire? C'est ce que je vous ai dit. Je suis vraiment flatté par la hauteur du débat et que nous avons une bonne opposition. Et le rôle de l'opposition, c'est de justement utiliser toutes les armes à sa disposition
pour dénoncer ce genre d'état de valeur. Il ne suffit pas de le proclamer à la radio, de le proclamer à la télévision. Nous avons des instances judiciaires. S'il y a eu des fautes, s'il y a eu des comportements qui constituent des violations de la loi, qui constituent des infractions, nous avons heureusement pour nous une justice qui fonctionne de mieux en mieux. Une justice que vous semblez contrôler aujourd'hui comme l'a fait l'ancien CC. Pardon? Une justice que vous semblez contrôler aujourd'hui comme le faisait l'ancien régime. Ça, ce sont justement les prestations de l'opposition. Toutes les fois que dans un pays, il y a une opposition, ce rôle, c'est de dénoncer, naturellement. Mais vous avez vu comment s'organisent les choses. Chaque institution est en train de se restituer au niveau interne. Comme à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le chef de l'État qui a conduit les élections, ce n'est pas le chef de l'État qui a dégagé la majorité, ce sont les députés eux-mêmes qui ont adhéré librement à la vision du chef de l'État et qui ont estimé qu'il faut signer une pétition pour faire tomber l'ancien bureau qui incarnait justement à une vision contraire à celle du chef de l'État. Mais entre-temps, vous avez fait circuler des fiches individuelles d'adhésion à l'Union sacrée, ce qui ne s'était jamais fait. Parfois, on dit que l'Union sacrée est allée au-delà même de tout ce qu'on a reproché à Joseph Kabila. C'est tout à fait naturel que l'opposition soulève cette question, parce qu'elle est opposition. Si elle dit le contraire, nous serons tout à fait donnés. Et nous l'encourageons à continuer à dénoncer ce qu'elle considère comme antivaleur, parce que c'est une condition pour que nous puissions avoir un État qui fonctionne normalement avec une opposition forte. Et dans tous les États du monde, il y a toujours, même aux États-Unis, lorsque il y avait le gouvernement Trump, il y avait toujours des situations qui étaient dénoncées par l'opposition comme n'étant pas normales. Ça relève essentiellement l'État. Ce ne sont pas les gens qui viendront diriger ce pays. Il y aura toujours des petites erreurs humaines et nous avons la chance d'avoir une bonne opposition qui sera écrasée par les récidives du FCC. Nous pensons qu'avec cette contradiction, nous pourrons aller de l'avant. Ce sera une bonne dialectique. Maître Ferdinand Cambéré, vous me suivez? Oui, je suis là. On aimerait savoir, est-ce qu'au PPRD ou au FCC, vous êtes déjà prêt à enfiler la veste d'opposant? Ou êtes-vous déjà des opposants? Non, je voudrais dire que l'opposition de notre pays est organisée par rapport à la Constitution. L'opposition chez nous est réglementée aussi par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'agit de l'opposition institutionnelle, parce qu'il y a une loi qui organise l'opposition statutaire. Donc, il y a une loi portant statut qui organise l'opposition. Et dans le cas d'espèce, ceci, ça sera peut-être une matière à réflexion pour le professeur. Je salue encore une fois la présidente du professeur Mouindo Malonga, qui est là, et le professeur Mouessi et l'autre chef de travaux qui est avec nous. Peut-être que ça sera une matière d'étude prochainement, mais ce qui est consacré est que l'identification de la majorité et même de l'opposition, c'est au début de la législature. Là, nous sommes en train de parler lorsqu'on est au milieu de la législature. Sur le plan purement politique, on nous dit, bon, ok, peut-être tous les moyens sont bons à diminuer ici, et que l'essentiel pourrait c'est atteindre l'objectif, et la manière la plus arrogante qu'on est en train de suivre justement dans les discours propagandistes de l'Union sacrée, c'est celui-là. Bon, et ils peuvent critiquer, ils sont dans l'opposition, et bon, nous allons continuer à faire ce que nous voulons. Ça veut dire que c'est la politique pour simplement le pouvoir pour le pouvoir, et l'intérêt du peuple n'est pas dedans. Donc, les faits de se soucier d'abord de quel ordre politique, avec tout ce qu'il y a comme violation systématique de la Constitution. Nous sommes dans quel ordre politique aujourd'hui? On va entrer dans l'état de droit, mais on ne se soucie même pas du respect d'un minimum de règles qui font de la République aujourd'hui. Donc, c'est à cela qu'on est. Moi, je suis en train de dire, ok, nous vivons ça simplement comme un coup de force. Peut-être qu'en politique, c'est accepté. Et sur le plan de droit aussi, ce n'est pas accepté. Si on veut changer, parce qu'il y en a d'autres qui disent non, nous bousculons d'abord tout,
Vous avez utilisé, il y en a qui utilisent même les termes, nous boulonnons d'abord, nous allons reconfigurer ou nous allons réétudier la reconfiguration de l'État ou la refondation de l'État. Bon, on attend. De toute façon, nous sommes dans la posture des résistants contre toutes ces manœuvres-là. Nous allons continuer à résister contre toutes ces violations, à dénoncer et même à utiliser les moyens constitutionnels parce que si ça nous allait comme ça, mais ce qu'on est en train de promettre à la population, que c'est maintenant avec un leader, j'ai aimé le discours du chef de travaux qui est lui membre de La DCF, Niamisi. Ouais, qui lui dit non, nous avons peut-être voulu que tout le monde qui est, je crois que Gilbert aussi l'a dit, que tous les députés du Nord Kivu adhèrent à une nouvelle vision, à un nouveau leadership du pays, et pour que peut-être que chez nous, les solutions soient trouvées. Mais est-ce qu'ils sont entre-temps en train de se rendre compte que le président de la République, dans cette posture-là, où il va se croire un seul homme à bord, qui doit conduire l'État, sans qu'il y ait de contre-poids au niveau du Parlement, du gouvernement, de la justice, que notre pays peut se trouver dans un engrenage où il a déjà fait signer, il a signé au nom de la République plusieurs accords dans lesquels pour sortir, surtout nous de l'Est, ça sera très, très, très difficile. À quel point, par exemple? Quel accord, quel point? Le point, vous avez suivi avec moi la dénonciation des experts des Nations Unies qui ont dénoncé la signature d'un accord militaire, par exemple, entre les chefs de l'État et le Rwanda. Alors, quand l'institution parlement est déjà déstabilisée comme ça, personne ne posera la question. Cet accord-là va rester et vous allez voir que c'est un souci de moins pour ceux qui sont des lions sacrés de se demander ce que c'est que le contenu de cet accord, par exemple. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plusieurs signatures avec l'armée américaine, ils vont peut-être s'établir à l'Est et ainsi de suite. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre le temps qu'on nous crée une distraction à Kinshasa, à vouloir chambouler toutes les institutions, mais la signature à cascade des accords qui vont mettre à mal un quelconque programme de défense qu'on pouvait bien asseoir en évaluant un programme du gouvernement, à vouloir chambouler les institutions, en déstabilisant les institutions. Pas nous notre crainte. Mais les autres, là, promesses fallacieuses, comme a dit Mouessi, et démagogiques, qui sont là, que non, lorsqu'on aura qu'un seul chef, et à ce moment-là, tout le monde s'arrangera, on va voir ce qui va se passer. Mais entre-temps, depuis tout ce temps-là, depuis qu'il a refusé, lui, le chef de l'État, d'organiser les conseils des ministres, et jusqu'à ce temps-là, vous avez vu que le chef du parti de mon confrère Gilbert, lorsqu'il est désigné initiateur, informateur, quelque chose comme ça. Mais on nous disait que le gouvernement allait sortir tantôt. Et on nous disait que c'est peut-être le fait qu'il ne démissionne pas, que c'est ça qui faisait traîner. Parce qu'il a terminé son travail depuis longtemps. Mais depuis qu'il a terminé son travail, c'est maintenant lui, le maître d'orchestre, pour désorganiser au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que, comment imaginer, c'est la première, en tout cas partout au monde, où on parle de démocratie, où un informateur est désigné pour identifier la majorité, c'est quand même lui qui fait un ticket, où pour chaque poste, c'est un candidat unique. Et Tchatchingé, il dit, oh, continuons à critiquer, nous sommes une caravane, même s'il est chez à moi, la caravane va continuer. Voilà où nous sommes. Que va faire aujourd'hui le PPRD pour ne pas dire le FCC? Vous allez insister, bras croisés? Non, les mécanismes ne seront pas bras croisés parce que les mécanismes sont constitutionnels. Quand vous lisez que l'article 64 est clair. Lorsqu'un pouvoir s'exerce en violation de la Constitution, c'est toute personne qui est appelée à résister. Même vous, les journalistes, ce n'est plus une affaire du PPRD simplement. Parce qu'on peut bien chambouler ce qu'on a mis comme ordre politique, mais pour ne plus rien avoir, ça sera peut-être la disparition du Congo, le Congo ici. Et je peux croire que c'est une petite affaire, donc je vous là, cette fois-ci, on va sécuriser et tout ça. Alors que c'est un plan de balkanisation, je parle souvent, je dénonce souvent les plans de Genève, tout le temps, que c'était un plan qui était derrière tout ce qui
il y a le malheur venu par l'Ouganda et l'Ouganda, même si c'est supporté toujours par les puissances impérialistes. Les gens croyaient que c'était la blague. Merci Je vois beaucoup. ici, moi, les mêmes acteurs des élèves qui sont toujours là et qui reviennent derrière ce plan-là. Merci beaucoup, Maître Ferdinand Kambere, pour cette intervention. Monsieur le professeur Mwindo Malonga, je veux vite prendre note quand les intervenants réagissaient et surtout lorsqu'il s'agissait de parler de quelques dispositions de la Constitution. Vous avez suivi Maître Ferdinand Kambere qui dit clairement qu'il ne faut pas croiser le bras. Il y a l'article 64 et Jadis Bandi aussi par la opposition du régime passé et il ne va pas permettre donc de laisser la gestion dictatoriale comme il est dit à un régime. Merci beaucoup. En fait, j'ai bien suivi Maître Ferdinand Kambere. Je voudrais peut-être nuancer un certain nombre de choses. Et je constate qu'en fait, au début, il dit nous ne sommes pas encore l'opposition, mais en réalité, il joue déjà le rôle de l'opposition. Parce qu'il a dit la majorité s'identifie au début de la législature. En réalité, l'analyse qu'il nous propose, c'est déjà l'analyse en réalité d'un opposant engagé à commencer à dénoncer, même à recourir à l'article 64. Et effectivement, bon, ça m'a fait un peu sourire parce qu'on a beaucoup évoqué cet article 64 contre le régime dans lequel lui-même se trouvait. Le régime de Joseph Kabila. Voilà, et donc on a beaucoup évoqué l'article 64. Il y a une sorte de retournement de situation et c'est maintenant eux qui l'évoquent. Quant à la question de la majorité qui doit être identifiée au début de la législature, là aussi, si vous voulez, je voudrais faire toujours ma double analyse sur le plan politique et sur le plan juridique. C'est vrai que sur le plan politique, les ambitions des uns des autres, quand ils entrent dans une coalition, peuvent être déçus en cours d'avancement et donc il peut y avoir qui se retire de la coalition. Et à ce moment-là, on risque d'avoir une majorité qui bascule. Et donc, les majorités doivent se constituer au fur et à mesure autour de certains objectifs, d'autant plus que chez nous, avec le système ciblé de la proportionnelle, la majorité, elle est composite. Et donc, les petits partis qui ne se retrouvent pas dedans peuvent se retirer et faire perdre la majorité à ceux qui l'avaient avant. Et à ce moment-là, il peut y avoir une recomposition de la majorité au cours des législatures. Et je crois que c'est à cela qu'on est en train d'assister aujourd'hui avec tous ces regroupements, ces partis qui quittent l'FCC pour aller se retrouver du côté de FCC, plutôt du côté de l'Union sacrée de la nation. Bon, ça me fait passer. Bon, ça c'est une parenthèse, je laisse de côté. Alors, pour ce qui concerne, si vous voulez, l'aspect juridique, il est vrai que notre Constitution a voulu préserver la majorité à travers, si vous voulez, l'article 110 in fine de la Constitution, qui dit lorsqu'un député a quitté son parti, il perd son mandat. Et alors, il est remplacé par son suppléant qui lui est supposé rester dans la même dynamique. Si on avait appliqué une telle disposition, elle aurait justement permis de poursuivre la majorité jusqu'à la fin de la législature. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que même le Conseil constitutionnel a été dans une sorte d'embarras. Là, je vais maintenant du côté de la jurisprudence. Lorsque dernièrement, on lui a demandé d'interpréter les fameux articles 101 alinéa 5 relativement au mandat impératif. La Constitution dit tout mandat impératif est nul. Mais la même Constitution dit plus loin, un député qui quitte son parti, il perd son mandat. En réalité, il y a une double relation du député par rapport au peuple et par rapport à son parti. La relation avec le parti aurait permis de préserver cette majorité dont de parler Maître Ferdinand Kambere. Mais la relation par rapport au peuple peut justement permettre cette évolution où les députés peuvent agir en toute liberté, en âme et conscience, comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle dans l'un de ses derniers arrêts. Voilà. Malheureusement, comme j'ai dit, la Cour constitutionnelle, et c'est là le risque justement de cette mainmise sur la justice, a fait aussi une lecture partielle de la Constitution. Parce qu'elle a omis l'article 110 qui permettait justement de chasser, de mettre de côté les députés qui quittent leur parti. Comment? L'article dit quoi? De la Constitution. L'article 110 de la Constitution, in fine, là où on dit tout député qui quitte volontairement son parti perd son mandat. Alors, évidemment, on peut excuser la Cour constitutionnelle si les avocats eux-mêmes n'ont pas évoqué ça. Elle n'était pas obligée d'aller évoquer les arguments. Ce sont les avocats
des partis qui devraient évoquer l'article 110 qui dit non, si un député, un sénateur a quitté son parti, alors il perd son mandat. Je voudrais revenir maintenant à la question, si j'ai encore du temps, à la question de la relation avec le Sénat. Je crois qu'effectivement, si la majorité cherche à déboulonner tout le monde pour utiliser les termes que vous êtes en train d'utiliser, le Sénat à lui-même est moins dangereux pour le gouvernement que l'Assemblée nationale. Dans la mesure où le chef de l'État avait déjà ou a déjà un contrôle de l'Assemblée nationale à travers l'union sacrée de la nation. Bon, ça revient finalement à la parenthèse que je voulais évoquer. Tu sais que Dieu, c'est bon d'être vraiment le père de son fils. Son père parlait de l'union sacrée de l'opposition, lui c'est l'union sacrée de la nation. Mais dans la mesure où il contrôle déjà l'Assemblée nationale, il n'a pas besoin de contrôler le Sénat qui aurait quand même servi de contrepoids et donc servir de méthode d'opposition, d'instrument de l'opposition pour essayer de contrebalancer la politique qui sera mise en œuvre par l'union sacrée. Mais revenons peut-être, professeur, sur ce que vous avez dit. Les députés qui ont adhéré à l'union sacrée, ils sont en train de se défendre que l'union sacrée n'est pas du tout un parti politique, c'est plutôt une vision. Ils disent rester dans leur parti, mais adhérer à une vision, ce qui n'est pas dit clairement dans la Constitution. C'est là qu'il y a justement la contradiction permanente, j'ose dire aussi la prostitution de nos députés, qui finalement n'ont pas d'idée fixe dans ce qu'ils ont à faire. Vous savez, on nous dit, M. Tshisekedi dans son discours, le président Tshisekedi dans son discours dit, je n'ai pas été d'accord sur certains points, comme l'a évoqué M. Koussou, avec le chef de l'État, le chef président Kabila. Et alors, les gens qui sont d'accord avec Kabila adhèrent quand même à ce que dit Tshisekedi. Bon, finalement, ils sont où? Ça, c'est vraiment la position, si vous voulez, d'une prostituée qui peut recevoir 3 hommes à la fois, à la même journée, sans savoir finalement avec qui elle est, et à la fin de la journée, elle ne sait même plus avec qui elle a couru. Je crois que nos députés devraient avoir, si vous voulez, permettez-moi le terme, quoi, je suis de ce côté ici, si je suis opposant, je reste dans l'opposition. Les jours où mon parti va gagner, je défends mon idéologie. Mais comme nos partis, en réalité, ont un déficit idéologique notoire, alors ils changent de parti comme on change de chambre dans une maison et ils quittent l'FCC, ils entrent tout en restant de l'autre côté. Donc, vous avez un pied au salon et un autre pied dans la chambre. Je ne sais pas comment ils vont marcher quand ils vont croiser les murs. C'est ça la difficulté qu'on a avec nos députés aujourd'hui. Et ça nous lance un véritable défi. Et même pour M. Tshisekedi. Parce que les gens qui ne sont pas totalement du côté de ce parti, mais qui restent dans l'FCC. Demain, ils peuvent être opposants. Aujourd'hui, ils sont dans la majorité. Demain, ils deviennent opposants. Donc, lui-même, finalement, il ne sait pas avec qui il peut aller jusqu'au bout du reste de son mandat. Fidèles téléspectateurs de Moto TV, fidèles auditeurs de la voix de l'ICG, je vous rappelle que vous suivez Talk Hebdo, votre magazine d'actualité qui répond pour vos acteurs pour débattre des questions qui font la une de l'actualité dans le domaine politique, économique, social, mais aussi sanitaire. Cette semaine, nous nous intéressons à cette nouvelle configuration politique en République démocratique du Congo. Monsieur le professeur, vous avez suivi le professeur Malonga Telesfort qui dénonce, qui décrit ces comportements de nos élites. Est-ce que vous pensez que l'heure est arrivée pour mettre fin à ce genre d'agissement? Bon, je crois que tant que la culture politique démocratique ne sera pas ancrée complètement, on va toujours assister à ce genre de dérives parce que il y a beaucoup de défis à relever, notamment le nombre de partis politiques, le respect des textes qui régissent la vie de la République. Et c'est autant tout ça de défis en fait qui sont liés même à la qualité de l'état des droits. Et quand on voit les choses telles qu'elles sont en train de se passer, je crois que on ne peut pas être déjà sûr que les mots qu'on a décriés en matière de gouvernance hier, que ces mots-là, on va trouver des solutions miracles à ces mots-là, à ces problèmes-là. Parce que, comme vous le savez, nous sommes ici dans un contexte où la justice est pratiquement prête à tout donner au président de la République. Pourtant, on ne peut pas parler d'état de droit sans une justice
qui soit vraiment indépendante. Donc ça, c'est déjà le premier... donc la première question qu'on peut se poser, une première interrogation ça suscite. Mais en même temps, lorsque c'est vrai, tout le monde veut qu'il y ait changement, personne ne veut que l'insécurité persiste, que la pauvreté persiste, et que sais-je encore. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on regarde un peu ce qu'on appelle la vision du chef de l'État, je crois que là aussi, il faudrait qu'on donne à cette vision un contenu clair. Il ne faut pas que l'on reste un peu dans des paradigmes qui pouvaient un peu faire somnoler les gens. On disait révolution, la modernité. C'est vrai, c'était clair, mais pour un homme, pour un analphabète politique, c'était pas facile de comprendre ce que voulait dire la révolution, la modernité. Et là encore, on nous amène à un nouveau paradigme, la vision du chef de l'État. Il faut que ça soit clairement et bien défini à travers un programme que les citoyens pourront évaluer à l'issue du mandat. Autrement, on va rester en train de dire la vision du chef de l'État, on ne saura pas laquelle. Encore que la vision du chef de l'État, je crois que ça peut porter vers la personnalification du pouvoir, même la personnalisation. Cette question donc, je crois que c'est très important parce qu'il faut qu'on nous dise vision du chef de l'État, ça signifie faire des massacres à Béni, par exemple. Et nous évaluons ça. Ça signifie que nous avons de bonnes routes. Ça signifie que les écoles fonctionnent normalement. Voilà déjà le premier chantier de l'union sacrée, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas construire un pays en freinant les systèmes éducatifs. Nous voudrions qu'on nous dise qu'un certain nombre de choses vont correctement fonctionner. Mais en même temps, il y a la question du statut que l'union sacrée va donner à l'opposition. C'est vrai, Maître Ferdinand a dit que nous savons tous que l'opposition a un statut, mais est-ce qu'on va assister à des votes spectaculaires comme c'est à quoi on a assisté? Ça permettra à ce que l'opposition s'exprime également aussi. Sinon alors, on va aller vers la dérive. Donc voilà un peu un certain nombre de questions. Et ensuite, le contrôle parlementaire, comme celui qu'on a commencé. Est-ce qu'il va se poursuivre autant sur les nouveaux acteurs membres de l'Union sacrée qui seront gestionnaires, ou on va tout simplement cibler certaines personnes? S'il y a un contrôle pour une bonne gestion de ressources publiques, je crois que tout le monde va applaudir. Mais s'il y a un contrôle, ou tout simplement, s'il y a un mécanisme de vouloir protéger les membres de l'Union sacrée, à ce moment-là, le changement tant attendu ne sera pas là. Donc je crois que, de façon globale, je ne connais pas un Congolais qui ne voulait pas qu'il y ait un changement, mais je crois qu'il faut que ces changements-là se construisent encore davantage par des exemples et par des mécanismes très, très clairs de planification pour qu'à l'issue d'une année ou de 2 ans, on soit en mesure d'évaluer. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous aussi, chef de travaux, Pius Richard, vous êtes aussi expert en planification. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous permettre d'évaluer au bout de votre mandat la réalisation de votre vision? C'est quoi cette vision de l'Union sacrée aujourd'hui? Bon, je ne sais pas s'il faut qu'on parle déjà de la vision de l'Union sacrée qui gère ou c'est la vision d'abord d'IFCC Cash qui a géré jusqu'ici et qui continue de gérer et d'expédier les affaires courantes. Donc pour le moment, je peux répondre à la question que déjà les 2 ans de mandat que nous venons de passer, c'est quand même un échec. Le président de la République a adressé un message à la nation pour dire que ce qu'il ambitionnait dans un certain nombre de domaines n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait des divergences. C'est tout ça le bilan qu'on peut établir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je voudrais dire, en complément de ce que le prof Telesphore a dit, il faut que chacun assume son statut. Par exemple, ceux qui sont opposants, il faut qu'ils assument l'opposition. Par exemple, lorsqu'on a présenté des candidatures à l'Assemblée nationale pour diriger les bureaux, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas postulé. Parce qu'il ne faut pas refuser de jouer aussi son rôle. Il faut présenter des candidatures. Et lorsqu'on présente des candidatures à bonne et due forme, parce qu'il y a aussi des conditions pour présenter des candidatures, si on n'a pas respecté un certain nombre de conditions et que la candidature est validée, il faut qu'on assume. Nous avons présenté des candidatures au niveau de députation. Si on a validé certains de nos candidats,
On a accepté d'autres. Ce sont des principes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut d'abord asseoir cette nouvelle vision, même si le prof Moïse disait, quelle est cette vision-là? Bon, cette vision-là, je crois que pour nous, si je parle de mon parti, notre vision, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait de la paix chez nous. On ne peut pas dire que le pays est en train de fonctionner pendant que les citoyens ne sont pas en train de jouir des produits de leur champ. On massacre les autres. Pendant qu'à Kinshasa, les autres disent le peuple d'abord. Nous disons, si c'est le peuple d'abord, que le peuple d'abord intègre toute la nation, que ce soit le peuple d'abord pour les habitants de Masulukwede, pour les habitants de Kamango, pour les habitants de... que ce soit du Katanga ou d'autres provinces, il faut que tout le monde soit intégré dans cette vision du peuple d'abord. Le peuple d'abord signifie que aussi l'état de droit, c'est ce qu'on a dit par exemple, l'état de droit. Il faut que l'état de droit fonctionne. Aux côtés de l'état de droit, il faut qu'il y ait quand même une sécurité alimentaire aussi. Parce que ici, j'ai suivi par exemple, on a ratifié la loi sur les principes de libre-échange. Je me suis dit que, comme on a adopté ces principes, les députés que nous avons peuvent nous aider à dévasser, à anticiper. Qu'est-ce que nous apportons dans la libre-échange? Qu'est-ce que nous amenons aux autres pour que réellement nous puissions nous retrouver aussi? Nous risquons d'être comme des jouisseurs, des gens qui vont consommer les produits qui viennent d'autres pays ou d'autres régions, alors que nous avons des potentiels que nous pouvons exploiter pour amener aussi à d'autres ce que nous pouvons produire. C'est aussi l'économie. Donc moi je crois que quand on parle du peuple d'abord, la sécurité, la paix, mais aussi l'économie et l'état de droit. Ceux qui ont volé hier doivent répondre quand même. Les gens se sont enrichis, ils ont saigné le trésor, il faut qu'ils répondent. Donc si il y a eu des protections autour de ces détourneurs, il faut que cette fois-ci qu'on les poursuive et que l'on ne dise pas que c'est la chasse à l'homme. On va nous rendre à Kinshasa pour prendre Maître Gilbert Kiatingé aussi pour sa conclusion. Qui doit faire quoi aujourd'hui pour que ce que vous appelez votre vision de l'union sacrée soit profitable au peuple congolais, mais aussi au peuple de notre région? Oui, bon, je crois que c'est à tort qu'on dit que c'est la simple vision du chef de l'État. Parce qu'avant de créer l'union sacrée de la nation, vous vous rappellerez que le chef de l'État avait organisé des consultations où il a invité toutes les forces vives de la République, tous les acteurs politiques, y compris même ceux qui... Oui, Maître Gilbert, vous nous captez? Bon, le temps pour nous de prendre le concert Téléphone Malonga. Qui doit faire quoi pour que la gestion du pays profite en fait? Merci beaucoup. Nous sommes en train de déplorer une situation justement dans un même bateau. Il y avait deux capitaines qui peut-être tournaient le gouvernement dans des directions opposées. Aujourd'hui, maintenant qu'on nous dit qu'il va y avoir un seul capitaine, nous attendons concrètement qu'il matérialise d'abord sa vision. Et je l'ai dit au début, il faut qu'il nous dise rapidement quel est son programme. Parce qu'une vision va relever d'une politique globale. Les chefs des travaux qui souhaitaient en train déjà d'aller dans ce sens, mais elle doit se matérialiser à travers des politiques sectorielles. Le fait de dire vision, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il voit. Et donc, il faut qu'il nous dise vers quoi il veut nous orienter et comment on va y arriver. C'est là qu'alors on pourra peut-être adhérer ou non, ou émettre des réserves par rapport à cette vision. Et effectivement, pour que cette vision se réalise, il y a des postulats. On a parlé beaucoup de l'état des droits, on a parlé aussi des compétences, on a parlé... Chacun doit jouer son rôle selon les compétences qui sont les siennes et en fonction des règles prévisibles. On ne doit pas improviser les choses de chaque matin, on se réveille, il y a telle idée qui me passe par l'esprit et je l'ai fait. Je voudrais évoquer une autre chose, peut-être qu'on n'a pas beaucoup évoqué ici, peut-être que ça apparaîtra dans cette vision. Si on veut renforcer la démocratie, qu'on passe aussi aux élections locales. Et là, il faut que le chef de l'État, le gouvernement travaille avec la CENI pour qu'à la base aussi, parce que tout ne doit pas être fait à Kinshasa. Heureusement, nous sommes avec Maître Kiatingé, qui est aussi un expert de la décentralisation et qui, je le vois, il est engagé dans dans ce changement aux côtés des Batioukweb. J'espère que la question de la décentralisation, la question de l'autonomisation des provinces va aussi trouver sa place. Je peux regretter, bon, même si ce n'est pas ça la question, qu'aujourd'hui un ministre se permette de réhabiliter des gouverneurs ou de débloquer des assemblées
Tout ça, ce sont des blocages. Et donc, tous ces gens devraient pouvoir nous dire sur base de quoi il faut ces questions-là. Parce que c'est tout ça qui bloque l'État et on n'avance pas. Depuis plusieurs, je ne sais pas, depuis l'époque de Bochab, les Chadar, quand ils étaient ministres de l'Intérieur, ils ont toujours paralysé les assemblées quand elles veulent contrôler les gouverneurs ou autres. Sur base de quoi ils le font. Alors, il faut que tout cela, on le fasse selon les règles du jeu telles qu'elles sont prévues dans la Constitution, dans les textes qui nous régissent et en fonction des compétences, bien évidemment, sans oublier les attentes des peuples. C'est bien de dire le peuple d'abord. Qui prend le temps d'écouter le peuple? Merci beaucoup, M. Bossé. Nous prenons ceux qui sont à Kinshasa pour les conclusions. Maître Gilbert, nous avons perdu d'abord. Quelle est votre conclusion? Qui doit faire quoi pour que la gestion du pays profite donc au peuple? Oui, je voudrais tout simplement dire que l'union sacrée, la vision de chef de l'État va se matérialiser, comme l'a dit certains intervenants, vont se matérialiser dans le programme du gouvernement. Le chef de l'État fait une consultation de toutes les couches de la société, a inventorié un certain nombre de mots, des choses, des présenteurs négatives qui pesaient sur la réussite, sur l'avenir du pays, et a dit, mettons-nous ensemble pour les idées et l'union sacrée pour reconstruire la nation. Et cette vision, donc, va se matérialiser dans un programme de gouvernement, et chacun aura sa partition, que vous soyez ministre, que vous soyez au niveau de la justice, que vous soyez au niveau des provinces, chacun a un rôle à jouer pour que cette vision-là, qui est finalement la vision de tout le monde, qui aime le changement, soit matérialisée. Donc il est hors de question que l'on dise que l'échec sera équitable à une seule personne parce que chacun a une part de cette responsabilité dans la refondation de cet État-là que nous voulons juste et prospère. Merci beaucoup. Par rapport à l'opposition, rappeler rapidement à nos amis que la loi prévoit que l'opposition n'est rien d'autre qu'un groupe de partis ou un parti qui ne partage pas le programme du gouvernement. Donc si le PPRD a du mal à se classer aujourd'hui, nous pouvons comprendre qu'il ne sait pas s'il va partager le programme du gouvernement ici, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, ou s'il va s'opposer à ce programme-là. Merci beaucoup. Où il n'est pas d'accord avec tout ce que fait le RDC, ou bien de prendre la loi, il est dans l'opposition. On n'a pas besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Gilbert Kiasingue. Merci beaucoup pour votre intervention. On prend Maître Ferdinand Tambéré. Votre conclusion, qui doit faire quoi? Oui, je voudrais encore une fois, malheureusement, c'est la conclusion. Je n'avais pas suivi les conclusions des autres. Ils ont plaidé pour le respect de l'état des droits. Oui, je voudrais simplement dire que par rapport à l'observation de mon professeur, parce qu'il est mon professeur aussi, Moulindo Malonga, lorsqu'il parle du mandat impératif, le mandat impératif est opposé au mandat représentatif. Et c'est à cela que souvent dans les systèmes français, tous ceux qui ont plus ou moins copié la démocratie, qui a ces origines-là, le mandat impératif est considéré comme nul parce que donc il est supposé que, comme le dit à l'article 5 de la Constitution, que le peuple est souverain et que dès que le peuple a voté le suffrage d'État universel, il concède, il transfère cette souveraineté à ceux qui vont le représenter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça simplement la signification. Et que donc, par conséquent, il a la libre expression, il peut voter sans crainte qu'à court de mandat, ces gens peuvent venir avec une pétition devant le président de chambre pour demander, par exemple, son invalidation, l'invalidation de son mandat. C'est ça un mandat impératif et nul. Ça ne signifie pas autre chose. Votre conclusion? Par rapport au mandat représentatif, parce que le vote vous ravit votre souveraineté pour accorder à ce que nous appelons les députés. Par contre, l'appartenance à un parti politique, c'est l'article 110. Personne n'avait demandé, comme l'a dit le professeur, l'interprétation de l'article 110. L'interprétation de l'article 110 qui dit qu'un député, un sénateur, un suppléant qui quitte son parti perd son mandat, c'est par rapport à son appartenance. Et la philosophie, c'était pour que les institutions, dès qu'elles sont formées,
puisse informer dans le sens de stabiliser la législature, les institutions durant la législature. Et parce que aussi, un candidat qui va aux élections pour postuler, il postule à travers des partis politiques, sauf s'il est indépendant. Merci, maître. Un candidat qui n'est pas indépendant, de dire qu'il devient libre par rapport à son parti, alors qu'il n'obtient pas seul ce suffrage-là. L'article 64, le professeur dit encore qu'il s'étonne, qu'il rigole que nous brandissions aujourd'hui l'article 64, alors qu'il était tout le temps brandi contre nous quand nous chérions. Mais cet article-là, la Constitution n'a pas dit que c'est l'opposition qui doit se lever. L'Église catholique était aussi dans la rue. Est-ce que ce qui se passe comme violation aujourd'hui, l'Église catholique aussi, lorsqu'on n'attend plus le cardinal parler de cette violation, on n'attend plus, lui-même le professeur était dans la rue, plusieurs déclarations, il n'y avait pas qu'une opposition. Est-ce que nous disons qu'aujourd'hui, parce qu'ils ne parlent plus, ils sont d'accord avec ce qui est en train de se passer? Non, c'est tous Congolais qui peuvent toujours soulever cette question-là. Merci, maître. Ouais, je voudrais donc rassurer tout le monde que nous allons continuer à dénoncer s'il y a un problème, parce que les défis sont plutôt énormes sur le plan interne et international, surtout par rapport à notre partie orientale là-bas. Et du tout, jusque c'est pas moi au Katanga, on doit rester vigilant, on ne doit pas simplement se plaire devant un culte de personnalité qu'on est en train de construire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée, où on nous prêche une personnalité qui viendra simplement trouver des solutions pour tout et sans contradiction, sans contrepoids. Merci beaucoup, maître Ferdinand Cambert, pour votre intervention. Et c'est pratiquement donc la fin de cette émission. Talk Hebdo est revenu ces jours sur cette nouvelle configuration politique en République démocratique du Congo. Que peut gagner l'Est du pays? Quels sont les graves problèmes et qui peuvent être portés à l'attention des nouveaux gestionnaires du pays? Pour en parler, nous recevons pour vous maître Gilbert Kiatingé, qui est cadre de l'AFDC de Bati Lukwebo. Il intervenu au téléphone depuis Kinshasa. Nous étions également avec maître Ferdinand Cambert Kalumbi, qui est aujourd'hui secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Il était également au téléphone depuis Kinshasa. Merci. Et sur ce plateau, nous étions ici avec le professeur, l'abbé professeur Mouindo Malonga Téléfort, qui est enseignant de droit constitutionnel dans plusieurs universités de la région. Merci beaucoup pour votre disponibilité et intervention. Monsieur le professeur également Mouessi Augustin, qui est également enseignant de sciences politiques dans ces institutions de la région. Il y avait également les chefs de travaux au Kambale Kimusu, qui est aussi enseignant en planification régionale. Nous étions avec Georges Kisando, comme tous les jours, pour vous présenter Talk Hebdo. Restez branchés sur Moto TV, restez branchés sur la voie de l'ICG. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission.